Bonsoir, chers tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vraiment, c'est le vendredi, c'est le début du week-end. C'est pas facile avec une semaine chargée, mais ce qui est sûr que les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes n'ont pas de temps. Ils sont des chevaliers. C'est des gens qui ont pris une charge pour, euh, pour transmettre le message, un message de paix, un message de cohésion, un message euh, de transparence. Nous avons parmi nous des personnes de renommée. Quand on a lancé l'affiche, on a eu pas mal de félicitations parce que c'est pas la peine de vous présenter parce que une fois on tape vos noms sur Google, on n'a pas besoin de présenter M. Sapro, on n'a pas besoin de présenter M. Jean-Yves Cara, on n'a pas besoin de présenter Mme Naïma Mourir, non plus M. Daï Gaï, notre doyen, celui qui va nous raconter des histoires. Donc, je passe la parole à mon confrère qui va euh, prendre la relève. Merci. Messieurs, merci d'être avec nous. Et on va commencer directement avec une question à Madame Naïma. Madame Naïma, le 6 novembre n'est pas une simple date dont les Marocains acclament chaque année, mais c'est une cérémonie d'un événement unique qui constitue l'une des étapes d'un combat national mené par les Marocains pour parachever l'intégrité territoriale des pays. D'après vous, Madame Naïma, quel témoignage pouvez-vous nous donner sur le recouvrement du Maroc de ces terres? Rebonsoir à vous tous et merci beaucoup à vous tous aussi d'avoir accepté, participé et aussi organisé ce débat. C'est une émotion. Vous réveillez en moi des sentiments et un événement. Bonsoir à vous tous et merci beaucoup à vous. Comme nous le savons tous, le Maroc a recouvert son indépendance en 1956 et en 1958, il récupère Tantan et Tarfaya, puis Sidi Ifni en 1969. Et les négociations se sont poursuivies entre le Maroc et l'Espagne. Et c'est en 1975 où la Cour internationale de justice prononce son avis en faveur du Maroc, qui a récupéré son Sahara. Et alors a entamé le mois de novembre de la même année, prononce son avis en faveur du Maroc. C'est-à-dire le 6 novembre 1975, la marche glorieuse qui était tracée et dessinée par un grand roi, par le génie, notre grand roi, Feu Sa Majesté le roi Hassan II. Nous avons tous vécu des moments inoubliables. Cette cérémonie est devenue une fête nationale qu'on fête chaque année avec nos frères et nos sœurs. N'oublions pas que l'appel de Sa Majesté avait mobilisé 350 000 Marocains, sans oublier les amis et les alliés du Maroc qui ont fait partie de cette marche verte, glorieuse. Nous étions tous mobilisés pour aller à notre Sahara, mais nous étions trop jeunes à l'école. On a participé pour donner des bouteilles d'eau, des mouchoirs et on pleurait tous en embrassant les engagés pour la marche verte. Et face aux revendications marocaines sur une partie historique
du Sahara marocain occupé par l'Algérie, des dirigeants algériens ont choisi l'organisation et le soutien tout azimut des mouvements séparatistes du Polisario pour détourner la réalité et embrouiller l'opinion internationale. Tout en soutenant cette formation de Polisario, ces milices du Polisario qui exploitent les situations précaires des séquestrés et prisonniers des camps de Tindouf. Je dis et je répète, il exploite les femmes, les hommes et les enfants depuis des années. Ils leur font subir des atrocités, des tortures, et ils les soumettent à des services inhumains. Les soi-disant des réfugiés, ce sont des gens emprisonnés, séquestrés. Ils subissent toutes sortes d'humiliations et de tortures. Les camps de Tindouf sont à la fois des prisons de torture et des fonds de commerce, sachant que les milices du Polisario et par ceux qui tournent les fonds de l'aide internationale. Enfin, et sans être trop longue, les camps de Tindouf, pour moi, est une tragédie et un crime contre l'humanité que je dénonce haut et fort en demandant aux organisations internationales et au HCR de faire leur travail pour libérer nos sœurs, nos frères sahraouis, marocains et tous les prisonniers dans ces camps. Et aussi traduire tous les responsables de cette tragédie humaine devant le tribunal international et les condamner pour crimes contre l'humanité. Et ce soir, nous avons avec nous un exemple vivant d'un rescapé de ces camps de la mort. Notre grand frère, Monsieur Daï Agué, président de l'association des portés disparus au Polisario. Merci Naïma. Monsieur Day, comme je vais vous le présenter, c'est un rescapé, je peux dire, des holocaustes, un holocauste qui se passe sur le sol algérien. Ouais. Il va nous raconter son calvaire, ce qu'il a vécu. Bon, il va nous dire en arabe, mais on va essayer de le transcrire par la suite. Monsieur Day, تقدر تعاودنا شويه شنو عند سي تماك في داك مع ديك العصابه. اولا نشكروا نعيمه ونشكروا الاخوه الحاضرين، ونحن نعتبركم نعتبركم مهمين في تحميل رساله ضحايا شجون جبهه البوليساريو للعالم وشرحها. طيب انا ضحيه من الضحايا، ولكن نعطيكم الأدلة الثابتة في هذه الأمور هذه. أولاً هذه وسائل التعذيب اللي مارست جبهة البوليساريو على أولاد الصحراء. هذه وسائل التعذيب اللي مارست على أبناء موريتانيا. هذو الصحراويين اللي تزادوا تحت العالم الإسباني بلا كارت ناسيونال إسبانيول ما حدا في الصحراء. طيب هذو الإسبانيين اللي انفقدوا في سجون جبهة البوليساريو من الجيش الإسباني. طيب
هذو الجلادين إذن باش نعودوا واضحين، هذا قرار المحكمة العليا الإسبانية اللي رفعنا فيها الدعوة. نحن ما جلسنا نتفرجوا، نحن رفعنا دعوة قضائية في المحكمة العليا الإسبانية. هنا كاين أسامي الجلادين. هذا التقرير السري للسلطات الإسبانية اللي عدلته إسبانيا مازالت في الصحراء، يبان استعمار إسبانيا للصحراء. أنا رقم 15 كمؤسس لجبهة البوليساريو، وفين دخلتني جبهة البوليساريو وشجونها. هذا قرار منظمة العفو الدولية اللي طالب إزاحة الجلادين من السلطة وتقديمهم للعدالة. هذو بعض المفقودين اللي يسلموا المنظمات العفو الدولية. إذن هذه الأمور الأساسية في ذا كامل هو على أن هناك تحركات من طرف الضحايا من أجل توضيح الجرائم اللي ارتكبت في حقهم. ولكن اللي باغي نرسل أنا من خلال هذا المنبر الإعلامي الكبير هو يجب الفرق بين القومية الصحراوية والأرض اللي عليها النزاع. وهذا قلت للمبعوثين الاثنين اللي جاء في حقه تقرير المصير، هي المستعمرة الإسبانية. دريك يشفنا مخيمات تندوف 85% جزائريين من أصول صحراوية ما عندهم علاقة بالأرض اللي بها النزاع. بمعنى أن الصحراويين كالأكراد، هناك الأكراد السوريين، هناك الأكراد العراقيين، هناك الأكراد الأتراك، وهناك الأكراد الإيرانيين. إذن هناك الصحراويين في جنوب الجزائر، وهذا هم مخيمات تندوف، لا علاقة لهم بالأرض اللي جا في حق النزاع. اللي عنده حق النزاع هما نحن اللي فقدنا في سجون جبهة البوليساريو، أي المستعمرة الإسبانية. ناهيك عن أساليب التعذيب. وشكرا لكم، باش ما نوكل لكم بزاف ديال الوقت. شكرا لك سي داهي. Voilà, on va. Merci beaucoup, Monsieur Dahi. Monsieur Charles Sampro, ma question, ça sera comme suite. Les Sahraouis séquestrés dans les camps de Tindouf, c'est de l'Algérie, et sous l'autorité des milices de Polisario, sont privés des conditions de vie minimales. Que les défenseurs des droits humains confirment aujourd'hui qu'il ne s'agissait pas des réfugiés, mais des personnes séquestrées, des prisonniers sans statut, qui à ce jour ne sont ni enregistrés ni recensés comme l'avait demandé le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Qu'en pensez-vous, M. Charles? Tout d'abord, je souhaite féliciter M. Dahi de son témoignage très précis. Par ailleurs, quand on parle des droits de l'homme, ce n'est pas au Maroc qu'il faut chercher, c'est bien en Algérie. C'est parce que le Maroc respecte scrupuleusement les standards des droits de l'homme au niveau du droit constitutionnel, du droit international, du droit interne. Mais en revanche, les droits humains sont bafoués en Algérie, notamment dans les camps de Tindouf. C'est ce que vient de nous rappeler M. Tahi. Maintenant, est-ce qu'on doit parler de réfugiés? D'abord, il y a des éléments qui suscitent l'étonnement. Par exemple, il n'existe pas, depuis le transfert des réfugiés sahraouis en Algérie en 1976, de rapports exhaustifs, complets, qui viennent aussi bien du pays d'accueil que du HCR, que des ONG, concernant la situation qui prévaut dans les camps de Tindouf. Et cette analyse manque. Il n'y a pas de respect du droit international, c'est clair. Certes, les organisations comme Amnesty International ou Human Rights Watch ont de temps en temps publient de temps en temps des informations, mais ces informations émanent du gouvernement algérien et du Polisario, donc elles sont peu crédibles. Un autre exemple, c'est l'absence de recensement des réfugiés. Ça, c'est un vrai scandale. C'est un autre fait qui suscite l'étonnement, car cette absence de recensement des réfugiés fait que toutes les manipulations sont possibles et nous assistons effectivement à de grandes manipulations. Il y a une chose que je voudrais dire aussi, c'est que dans les camps où les gens sont séquestrés, il faut être clair, eh bien il y a très peu où il n'y a pas une majorité de ressortissants des territoires marocains. Il y a des Mauritaniens,
il y a des Nigériens, il y a des Maliens, il y a même des Algériens. Donc il faut aussi le savoir. Mais en tous les cas, tous ces gens-là subissent les violations en matière de droits de l'homme et ces violations sont innombrables. Ces personnes que l'Algérie veut nous faire croire que ce sont des réfugiés, alors qu'ils ont été déportés souvent de force lors du retrait du repli, enfin ou de la déroute, il faudrait dire, de l'armée algérienne dans les années 75-76, ces personnes ne jouissent même pas des droits les plus élémentaires que l'on reconnaît généralement aux réfugiés. Par exemple, il n'y a pas de liberté d'expression et d'association, il n'y a pas de contact direct avec des représentants du HCR, il n'y a pas de la possibilité de quitter les camps, de rentrer dans son pays comme c'est prévu par les accords internationaux et le droit international dit qu'un réfugié peut toujours regagner son pays d'accueil, et le pays d'accueil en l'espèce c'est le Maroc, bon, son pays d'origine, pardon, et son pays d'origine c'est le Maroc. Donc il y a une véritable violation, et puis il y a le fait que les personnes séquestrées à Tindouf subissent aussi plein d'avanies. Il y a le fait que des gens disparaissent, Monsieur Daï l'a exprimé, il y a le fait que des femmes sont violées, il y a le fait que des enfants sont déportés à Cuba, où ils sont enrôlés par le régime communiste local. Donc il y a au fait que chaque fois que les personnes des camps manifestent, ils sont matraqués, ils sont sévèrement réprimés par la police algérienne et par l'armée algérienne. Donc il y a une situation dramatique, et cette situation fait qu'on ne peut pas parler, bien entendu, de réfugiés, mais bien de personnes séquestrées. C'est un fait avéré, c'est un fait incontestable, et je pense que c'est là le grand crime du régime algérien, c'est que ces personnes qui ne sont pas si nombreuses que ça, parce que le régime algérien a intérêt, et surtout les gens qui touchent des prébendes, puisqu'on retrouve du matériel de l'ONU, l'OLAF, l'organisation européenne pour l'aide aux réfugiés, pour l'aide humanitaire, l'a démontré. Il y a des détournements de toutes les denrées humanitaires qui sont envoyées. On les retrouve en vente sur les marchés du Mali, du Niger, de l'Afrique, et puis sur les marchés algériens aussi. Et donc, il y a là un vrai scandale. Mais bien entendu, ça profite à quelques-uns, à quelques généraux algériens, à quelques caciques qui en tirent de grands profits. Et ça aussi, c'est un véritable scandale. Merci. Merci, Monsieur Sapro. Maître Jean-Yves, cette affaire de détournement de fonds, de détournement d'aide humanitaire, c'est quelque chose de classique. Tout le monde en connaît. L'OLAF en a parlé, la communauté internationale en a parlé. Mais pouvez-vous nous rapprocher un peu le lien entre recensement, pourquoi cette fuite en avant entre recensement des réfugiés sahraouis, entre parenthèses, on a découvert que ce ne sont pas des réfugiés, mais ce sont des prisonniers, et comment dire, pourquoi cette fuite en avant et l'aide humanitaire? Oui, merci beaucoup, monsieur. J'ai été comme Charles Saint-Pro, j'ai été très touché par le témoignage de monsieur Daï Gali, et je trouve qu'il a fait preuve de beaucoup de courage de surmonter son émotion pour évoquer l'atroce condition dans lesquelles les réfugiés des camps de Tindouf vivent et qu'ils subissent depuis de nombreuses années. Je voudrais peut-être revenir, si vous le permettez, avant de répondre à votre question, à la question précédente qui a été évoquée largement par Charles Saint-Pro. Je crois qu'il faut être attentif, mais je suis un juriste simplement,
Alors je fais toujours attention aux termes. Je pense qu'il faut faire très attention aux termes qu'on utilise. En effet, de fait, de facto, ces hommes, ces femmes et ces enfants qui se trouvent dans les camps de Tindouf peuvent être considérés comme des prisonniers sans nom, des prisonniers sans statut, des personnes séquestrées et qui font l'objet de traitements tout à fait répréhensibles. Mais il faut aussi se placer du point de vue de leur protection sous l'angle juridique. Et à cet égard, bien qu'ils soient des réfugiés, bien qu'ils soient des prisonniers de fait, je pense qu'il ne faut pas les priver non plus du statut juridique de réfugiés. Parce que ce statut juridique de réfugié donne une base juridique pour des actions qui pourraient être conduites dans l'ordre international ou éventuellement dans l'ordre interne. Nous sommes ici en présence d'un problème de droit. Si nous en faisons simplement des prisonniers, ils sont des prisonniers de l'Algérie. Et personne ne pourrait aller en Algérie et contester la manière dont ils sont traités. Après tout, il est très difficile qu'une autorité internationale ou étrangère se présente aux portes d'un État pour lui reprocher de traiter de telle ou telle manière des personnes prisonnières. Si on considère qu'ils sont, comme Charles Saint-Pro l'a rappelé, de nationalités diverses. Il y a des Marocains, il y a des personnes d'autres nationalités, y compris des Algériens, et que on leur conserve la qualité de réfugiés. Ils peuvent devenir, au titre du droit international, à défaut d'enregistrement et de recensement, ils peuvent devenir des réfugiés. Et je vous rappelle à cet égard que, encore dans sa dernière résolution, le Conseil de sécurité a demandé à nouveau que l'enregistrement des réfugiés dans les camps de réfugiés de Tindouf soit envisagé et il souligne les efforts qui doivent être faits à ce sujet. Donc s'ils sont enregistrés, s'ils sont recensés, si on les considère comme des réfugiés, ils auront un statut juridique dans l'ordre international qui permettra à leurs défenseurs de porter leur plainte et d'essayer de les défendre. De les défendre contre la puissance territoriale qui se révèle défaillante en tolérant sur son territoire des camps de réfugiés qui ne répondent à aucune norme internationale, comme Charles Saint-Pro l'a rappelé tout à l'heure. Par conséquent, je crois qu'il ne faut pas se débarrasser trop rapidement du qualificatif de la qualification de réfugié, parce que c'est une qualification juridique qui s'ajoute à la situation de fait. Et les privés de ce statut nous privent d'une action à leur profit, tandis que les qualifier de réfugiés alourdit la responsabilité internationale de la puissance territoriale sur le sol de laquelle les camps sont établis. Et on a vu dans d'autres pays des camps avec des populations extrêmement diverses qui étaient des camps de réfugiés, et l'on pouvait dire alors que les États qui les abritaient avaient la responsabilité internationale de leur sort. Par conséquent, c'est sur l'Algérie que pèse cette responsabilité, que doivent être exercées les pressions et contre laquelle, le cas échéant, devrait être engagée l'action, les actions juridiques ou politiques possibles pour faire reconnaître les droits de ces personnes. Alors l'Algérie nous dit, et elle le dit encore aux Nations Unies, et encore récemment, nous ne sommes pas partis au conflit du Sahara, ce qui est très hypocrite, nous le savons. Il n'empêche qu'au titre de
puissance territoriale sur laquelle les camps sont établis, elle a la responsabilité. Or, l'Algérie a signé et ratifié un certain nombre de conventions. Elle a accepté les procédures de plainte individuelle ou les enquêtes internationales. Elle a signé les pactes de New York relatifs aux droits civils et politiques, les pactes relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels. Elle a signé et ratifié la Convention des droits de l'enfant, la Convention relative à la torture. Elle a signé, elle est partie à la Convention sur le statut des réfugiés de 1951. Elle a signé, elle est partie à la Convention africaine relative au statut des réfugiés, qui est encore plus intéressante parce qu'elle reconnaît d'abord une notion de réfugié beaucoup plus large que la Convention de 1951. Elle engage les États membres de l'OUA, donc l'Algérie, et elle formule précisément le principe du rapatriement volontaire des réfugiés dans leur pays d'origine ou sur une terre qu'ils choisiraient de regagner. Par conséquent, je crois qu'ici, il ne faudrait pas se pousser par une certaine émotion, se dire ce sont des prisonniers qui sont maltraités, qui sont réduits en esclavage. Oui, bien sûr, c'est cela. Mais cela, c'est la situation de fait que nous pouvons dénoncer. Mais comment pouvons-nous la dénoncer? Nous pouvons la dénoncer en disant que ce sont des personnes protégées par le droit international. Vous voyez? Voilà pourquoi je crois que tous ces droits que Charles Saint-Pro a évoqués sont reconnus par le droit international et que pour en assurer l'effectivité, c'est-à-dire l'efficacité d'une protection, il faut admettre que ces prisonniers, que ces séquestrés sont aussi juridiquement protégés par un statut qui est celui de réfugié. Alors maintenant, pour revenir à votre question, et il y a un lien avec ce que je viens de dire, puisqu'ils sont des réfugiés, ils peuvent bénéficier de l'aide internationale, et notamment d'une aide alimentaire, d'une aide médicale, de toutes sortes d'aides. Et vous avez, monsieur, dans votre question, évoqué le détournement de cette aide, le détournement scandaleux, mais qui n'est pas, hélas, rare. En effet, l'OLAF, que Charles Saint-Pro a rappelé, c'est-à-dire l'Office de lutte anti-fraude dans l'Union européenne, a établi des rapports, ou plutôt un rapport. Alors l'OLAF est un organisme policier, il faut bien dire, ce ne sont pas des juristes, mais ils établissent des rapports d'enquête qui sont plus ou moins facilement publiés. Le rapport de l'OLAF remonte en réalité à 2007, mais il n'a été publié qu'en 2015, avec beaucoup de mots, de noms, surtout de noms, passés en noir pour qu'on évite de deviner qui était en cause et quelle puissance, et vous savez laquelle, était en cause. Eh bien, ici, ce détournement, sur la base de tels rapports, il peut faire l'objet de différents suivis, de différentes sanctions. Je ne dis pas qu'elles sont faciles, mais je pense qu'il faut les avoir à l'esprit. Il y a d'abord des suivis judiciaires. On peut très bien imaginer que si l'Union européenne, si la Commission, au lieu de faire des manières lorsqu'elle est représentée auprès de la Turquie, si la Commission faisait son travail, elle donnerait une suite au rapport d'enquête de l'OLAF, notamment des suites judiciaires. On peut détecter peut-être les responsables de ces détournements. Bien sûr, c'est complexe. Bien sûr, la tâche est lente. Et si l'on a détecté des noms ou des puissances, il faut transmettre aux autorités judiciaires nationales, notamment européennes,
les noms de ces personnes, voire de ces fonctionnaires qui ont pu contribuer à ces détournements. Ou bien, il faut les dénoncer et publiquement afin que ceux-ci puissent être poursuivis. Et plusieurs États auraient peut-être la compétence pour poursuivre ces personnes sur la base de recommandations de l'OLAF ou d'autres organisations. Évidemment, la difficulté est toujours, comme dans ce type de procès, est toujours une difficulté de preuve. On ne peut pas accuser sans preuve, il faut rapporter la preuve. Et le cas échéant, cela permet des poursuites. Et puis, il y a des poursuites disciplinaires qui peuvent être engagées dans le cadre des organisations ou autres. Il y a aussi un suivi financier, c'est-à-dire la possibilité de recouvrer auprès des auteurs du détournement un certain nombre de biens. Mais il y a incontestablement des filières de détournement à grande échelle. Tout le monde le sait, le rapport de l'OLAF l'explique. Les marchandises de l'aide arrivent toujours au port d'Oran, où déjà il y a de premières fuites, un tri qui est fait sur un certain nombre de biens qui pourront être vendus sur des marchés, et Charles Saint-Pro l'a rappelé, des marchés algériens, des marchés mauritaniens, des marchés au Niger, etc. Donc, on sait que ça commence ici, et puis ensuite, il y a aussi, cela, moi je n'en ai pas la preuve, mais en tout cas cela apparaît dans le rapport de l'OLAF, de marchandises qui sont même vendues aux réfugiés, vendues dans les camps de Tindouf. Ouais. Parce que les pauvres réfugiés, quelquefois, ont un peu d'argent. Il y a par exemple des réfugiés qui bénéficient d'une petite pension que leur donne le gouvernement espagnol, ou de 3 sous. Eh bien, même cela, on va le leur voler. Parce qu'au lieu de leur distribuer les aliments, les médicaments, l'eau, etc., qui résultent de l'aide internationale, on la leur fait payer. Et s'ils ne payent pas, ils n'ont rien. Alors après, vous lisez dans les rapports du secrétaire général des Nations Unies des choses tout à fait alarmantes, tout à fait affolantes. Mais là encore, ces rapports, ils sont utilisables, ce sont autant de preuves de ces détournements. J'ai lu, j'ai feuilleté pour cette réunion les 4 derniers rapports du secrétaire général des Nations Unies. Eh bien, il mentionne tout cela. Il mentionne les détournements, il mentionne les besoins des réfugiés sahraouis vulnérables, il mentionne les indicateurs sanitaires, nutritionnels qui ont atteint des taux alarmants et l'approvisionnement en eau qui est très insuffisant. Il évoque le détournement de l'aide internationale et il évoque aussi la responsabilité de ceux qui gèrent les camps et qui sont les milices du Polisario. Donc nous avons, si vous voulez, dans les documents, dans les textes même, nous avons un certain nombre d'éléments, de preuves qui devraient permettre de conduire des actions. Et je pense que même si cela paraît être de la cuisine juridique, si vous permettez l'expression, c'est extrêmement important parce que la défense de ces personnes qui sont maltraitées pourrait être entreprise. Et il y a, à cet égard, précisément un lien entre le recensement de ces personnes et la preuve du détournement. Quand on fait valoir qu'il y a 135 000 personnes ou 150 000 personnes, et même certaines années, l'Algérie a dit qu'il y avait 155 000 personnes, et que l'aide internationale va fournir un certain nombre de biens, les donateurs vont fournir des biens pour l'aide internationale aux camps de réfugiés à la hauteur de 155 000. S'il n'y en a que 80 000 ou 90 000, nous dit l'OLAF,
mais peut-être qu'il y en a 60 000, peut-être moins encore. Eh bien, tout le reste va partir sur les marchés, va être détourné, sans compter l'aide qu'on va réduire, l'aide due à ceux qui sont présents, qu'on va réduire, qu'on va leur vendre et qu'on va ensuite, en somme, doublement exploiter. Donc, en effet, pour répondre à votre question, il y a un lien très important entre le recensement et la preuve du détournement de l'aide. Et c'est la raison pour laquelle, dans chacune de ces résolutions, le Conseil de sécurité, qui, il faut bien le dire, a tous les défauts que nous connaissons, mais qui quand même n'est pas innocent, ne cesse de dire, ne cesse de répéter dans toutes ces résolutions, et je vous ai lu la dernière, qu'il y a lieu de procéder au recensement. Ce sera utile pour l'aide et pour prouver le détournement de l'aide, ce sera utile pour le HCR et pour les autres instances, nationales ou internationales, pour établir les violations du droit international, non seulement par les milices dont chacun connaît les liens réels désormais avec les groupes terroristes, je parle du Polisario, mais aussi la responsabilité de la puissance territoriale qui est souveraine sur son territoire, qui accueille sur son territoire ses camps, qui accueille, vous comprenez ce que je veux dire, qui reçoit sur son territoire ses camps et qui laisse ces traitements qui sont des violations profondes et graves du droit international humanitaire et des droits de l'homme se produire en toute impunité. Merci. Voilà, merci beaucoup pour votre témoignage. La question, ça sera pour Monsieur Saint-Pro. Je voudrais faire une petite remarque, s'il vous plaît. Oui, lorsque tous les chiffres que l'on donne, les auteurs les plus sérieux, disent que en 1976, lorsque l'armée algérienne s'est repliée, enfin a été défaite et s'est repliée, et qu'elle a créé ses camps, le Tindouf, il y avait 7000 réfugiés, 7000 personnes originaires des territoires marocains. 7000. Donc je ne vois pas comment 50 ans après, on a pu arriver à 150 000. Et ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est que l'Algérie était, elle n'est plus, était un pays riche. Elle aurait pu intégrer ces gens facilement. Elle aurait pu leur donner des conditions de vie décentes. Or, ces gens ont servi comme otages et comme fiction à la politique algérienne de dire ils sont des réfugiés, ils sont des représentants du peuple sahraoui. Nous sommes en présence d'un grand crime fait par l'Algérie, il faut être clair. Alors maintenant, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Yves Le Carra, puisque l'Algérie dit que ce sont des réfugiés, il faut qu'elle leur accorde le statut de réfugiés, c'est-à-dire qu'elle doit respecter les droits humains, le droit international, le droit qu'ont tous les réfugiés du monde à avoir des conditions de vie décentes. Or, l'Algérie ne le fait pas. Et il est clair que l'Algérie bafoue ses droits, viole ses droits humains à longueur de temps. Mais ça, c'est un vrai problème. Et c'est aussi la question de la complicité de la communauté internationale. Car je suis désolé, si la communauté internationale voulait mettre fin à cette parodie, à cette palidonie, parce que il faut être clair, le territoire concerné est un territoire marocain, il a toujours été marocain, la frontière naturelle du Maroc n'est pas, est d'ailleurs beaucoup plus loin, et donc il y a vraiment un crime contre le Maroc, contre le peuple marocain, que ce soit de Darla jusqu'à Tanger, contre ce peuple marocain fait par l'Algérie qui soutient ce mouvement séparatiste. Et je pense qu'il faut le dire, il est temps que la communauté internationale mette fin à cette pitrerie sans nom. Nous sommes en présence d'un conflit artificiel qui est un reliquat de la guerre froide,
qui a été créé par le bloc communiste, qui voulait à l'époque créer une zone de non-droit dans cette région de façon à couper le Maroc de l'Afrique. Nous sommes en présence d'un grand crime et il est temps que la communauté internationale y mette fin en prenant les mesures qui s'imposent. Il faut faire preuve de courage quelquefois dans la vie et il serait temps que les grandes puissances fassent preuve de courage dans la matière. Mais en tous les cas, je dis, puisque l'Algérie dit que ce sont des réfugiés, que ces personnes dans les camps sont des réfugiés, il faut qu'elle applique scrupuleusement le statut des réfugiés, ce qui n'est pas le cas, car nous le savons bien, ces gens-là n'ont droit à rien. Merci. Mais voilà, d'après, à part le problème des détournements des fonds et aussi l'État vive les Polisario dans les camps de Tindouf, il y a un autre problème, c'est que le Polisario adopte toujours une idéologie de mouvement armé de l'époque de la guerre froide et continue d'endoctriner les enfants soldats pour éterniser leur captivité dans le camp de Tindouf. Et que cette exploitation ne constitue pas une violation flagrante des conventions des pactes de l'ONU relatifs aux droits de l'enfant. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un crime international qui nécessite des poursuites et un suivi international pour toutes les personnes impliquées? Mais nous avons vu en Belgique des jeunes femmes qui revenaient des camps de Cuba. Elles avaient été prises à leur famille à 5 ou 6 ans, à l'âge de 5 ou 6 ans. Elles n'avaient pas revu leurs parents depuis des années. Ces jeunes femmes ont réussi à s'enfuir, certaines de ces jeunes femmes ont réussi à s'enfuir et à regagner leur mère patrie, le Maroc. Nous avons vu des témoignages poignants de ces personnes qui ont été déportées à Cuba et qui ont été endoctrinées par la propagande cubaine, qui est la propagande communiste, il faut être clair. Bon, et je pense qu'il y a là un grand crime aussi, parce qu'on ne peut pas tolérer ce genre de choses. Mais vous avez raison de le rappeler, nous sommes en présence d'un conflit artificiel qui est tout entier le fruit de la guerre froide. Le Maroc avait choisi le camp du monde libre, à juste titre, contre le communisme et contre le totalitarisme rouge, et ils ont voulu lui faire payer. Et l'Algérie, comme le lapin Duracell, est en train, alors que le bloc soviétique communiste s'est heureusement désagrégé, qu'il a disparu, il n'y a plus de pacte de Varsovie, il n'y a plus rien d'ailleurs, mais le régime algérien est un régime communiste, est un régime dictatorial, totalitaire communiste, et qui continue à faire de la propagande contre le Maroc et à agiter ces malheureux qui sont des otages, je le répète. Je pense que l'Algérie trouve des complices qui sont les mouvements gauchistes, les mouvements communistes de toutes sortes, qui se sont trouvés privés de ressources parce que leur mère patrie, l'URSS, a disparu, et ils ont été très contents de trouver des ressources auprès de l'Algérie, qui à l'époque était assez généreuse. Vous savez que l'Algérie consacre plusieurs milliards de dollars par an à la propagande contre le Maroc, à entretenir la fiction d'ambassades dans certains pays communistes, d'ambassades des séparatistes, etc. Et je pense que tout cela, il faut le savoir. Le Maroc n'est pas un pays très riche, il fait face, avec les moyens qu'il a, il a développé considérablement la situation des personnes qui sont dans les camps, dans les territoires marocains sahariens. Il y a un niveau d'éducation, il y a des dispensaires, il y a en matière de santé des infrastructures qui ont été créées grâce au Maroc. Aujourd'hui, le taux de réussite au baccalauréat marocain des gens des territoires marocains du Sud est pratiquement plus supérieur, et parfois supérieur à celui du reste du Maroc. Donc il y a eu des efforts considérables
Dire que le Maroc pillerait des richesses de ses territoires est une galéjade, alors que le Maroc a consenti des milliards et des milliards pour mettre ses peuples à niveau. Lorsque les Espagnols sont partis en 75-76, il y avait cinq personnes qui avaient le baccalauréat. Aujourd'hui, il y en a des milliers, des dizaines de milliers. Je pense que ça aussi, il faut le reconnaître. Et je pense que ce qu'a fait le Maroc dans ces territoires est tout à fait admirable et que ce que fait l'Algérie dans les camps de Tindouf est totalement abject. Merci, M. Sampro. Ma question est pour M. Jean-Yves, Maître Jean-Yves. Il y a l'omerta, le silence radio de la communauté internationale sur ces exactions, ces violations des droits de l'homme. Mais en parallèle, il y a ce qu'on appelle un peu, je vais parler un peu de la société civile marocaine. On a une société civile marocaine, et y compris la presse, sont de caractère endogène. Ça veut dire, ils ne s'intéressent pas à ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce qu'il n'est pas temps de changer ce caractère de endogène et partir vers l'exogène? Par exemple, si on épaule M. Daï, par exemple, en tant que président de l'association des prisonniers du Polisario. Et si, par exemple, ce qu'on voit, par exemple, ce qui se passe dans les pays européens, tout déplacement d'un des milices, par exemple, dans un pays, un autre pays, on voit, par exemple, le déplacement de la société civile qui vont essayer de faire parler, faire entendre leur voix et dénoncer dans le pays hôte, par exemple, que ce monsieur, c'est un recherché, par exemple, de la justice internationale, c'est un tortionnaire, etc. Et comment faire bouger, c'est-à-dire, comment dirais-je, la responsabilité internationale face à ce drame? Merci. Écoutez, monsieur, c'est en effet une question pratique à laquelle il est très difficile de répondre. Mais je dirais qu'il y a deux voies. Mais moi, je ne suis pas un spécialiste, mais je vois deux biais. D'abord, nous vivons dans un monde totalement médiatisé, avec des réseaux, avec toutes sortes de moyens d'information. Il faut utiliser ces moyens d'information non seulement au Maroc, mais à l'échelon international. Il faut, évidemment, en ce moment c'est un peu difficile, mais que les Marocains n'hésitent pas à aller dans des enceintes internationales, dans des instances internationales, sur des médias internationaux, de la presse, de la télévision, toutes sortes de moyens pour informer sur la réalité. Ils n'ont pas inventé, ils peuvent trouver dans les documents officiels des éléments qui restent, sur lesquels on reste silencieux. Regardez, par exemple, je reviens au rapport, on critique toujours l'ONU, et moi le premier, mais je reviens au rapport du secrétaire général des Nations Unies. Il dit lui-même, en 2018, il rappelle les observations du Comité des droits de l'homme relatif à l'Algérie, juillet 2018. Examinant le respect du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et fait part de ses préoccupations concernant la dévolution de facto de ses pouvoirs, notamment juridictionnels, au Front Polisario dans les camps de Tindouf, et des informations selon lesquelles les victimes des violations du pacte dans les camps de Tindouf ne disposent pas, de ce fait, d'un recours utile devant les tribunaux. Mais écoutez, c'est un vrai scandale. On ne le voit pas dans la presse. L'Algérie délègue à un mouvement quasi-terroriste des pouvoirs qui sont des pouvoirs d'autorité, des pouvoirs régaliens de l'État, des pouvoirs de juger. Voilà. Ça, il faut le faire savoir. Et dans d'autres rapports, regardez-les. 2019, c'est la même chose. On voit comment le Polisario se comporte à l'égard des petits groupes de civils sahraouis. 2020, c'est la même chose, où le Haut Commissariat pour les réfugiés
crie l'alerte relative aux besoins humanitaires, aux besoins des réfugiés sahraouis, y compris en liaison avec le Covid. Donc vous voyez, il y a ici des éléments d'information qu'on n'a pas besoin d'inventer, qui sont dans les documents. Il faut faire savoir, il faut faire connaître cette situation désastreuse et je dirais scandaleuse et dénoncer ceux qui en sont les responsables, eh bien, l'Algérie en particulier. Ça, ce sont des moyens, c'est la première voie. C'est le monde moderne, le faire savoir, le faire savoir. Tout à fait. Et puis, il y a le savoir-faire, c'est-à-dire voir ce que, sur le plan juridique, procédural, on peut faire. Alors, évidemment, ça n'est pas facile. Je ne dis pas que ce soit facile parce que nous sommes dans l'ordre international et que dans cet ordre international, il est difficile de poursuivre un État. D'autant plus que l'Algérie n'est pas partie, elle a signé, mais elle n'est pas partie au statut de Rome. Et on ne pourrait pas poursuivre des responsables algériennes devant une juridiction internationale quelconque, dont d'ailleurs l'efficacité est relative. Mais on peut imaginer des actions de personnes qui sont victimes de ces agissements et qui un jour, libérées, peuvent aller en Espagne ou dans d'autres pays dans lesquels, le cas échéant, si les circonstances, si le droit le permet, peuvent introduire des actions devant les juridictions nationales, notamment dans les États qui reconnaissent ce qu'on appelle la compétence universelle, pour dénoncer les dignitaires responsables, pour dénoncer les criminels, et peuvent établir éventuellement un lien de rattachement avec ces juridictions. Tout cela, c'est de la technique, je ne vais pas entrer dans le détail, mais je pense qu'il faut une volonté à la base, qu'il ne suffit pas de se proclamer victime, et nous sommes, nous, par solidarité simplement, mais nous sommes les représentants des victimes, de ceux qui souffrent, de ceux qui sont harcelés, affamés, traités, réduits en esclavage, maltraités par des gens qui sont des criminels. Les criminels actifs, pour ceux qui agissent, et puis les criminels silencieux, les dignitaires qui profitent de tout cela, politiquement ou financièrement. Eh bien, l'action, elle dépend de la volonté. Si l'on a la volonté de faire connaître ces événements scandaleux, de les rendre publics, on peut le faire. Mais en plus, on peut engager des actions. On peut engager des actions politiques auprès des gouvernements, aller leur montrer les preuves. On peut engager des actions, le cas échéant, judiciaires. Parce que, vous comprenez, ces espèces d'organisations d'ONG, comme on les appelle, qui sont vertueuses et qui n'arrêtent pas de dénoncer ce qui se passe au Sahara, etc. Mais ce sont des mensonges. Alors de temps en temps, on trouve, parce que ces dernières années, c'était quand même trop embarrassant, alors on trouve dans le rapport d'Amnesty quelques mots sur les exactions dans les camps de Tindouf. On voit Human Rights Watch dire une ou deux phrases dessus. Et puis revenir taper systématiquement sur le Maroc. Mais moi, je ne crois qu'aux actes juridiques. Regardez, dans cette dernière résolution du Conseil de sécurité, non seulement est dénoncée la souffrance des Sahraouis, mais je vois ce paragraphe du Conseil de sécurité qui se félicite des mesures et initiatives prises par le Maroc, du rôle joué par les commissions du Conseil national des droits de l'homme à Dakhla et à Laayoune, de l'interaction entre le Maroc et les mécanismes relevant des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Par conséquent, ici, le Maroc se comporte bien et l'Algérie et le Polisario ont des comportements infamants.
Et quand vous regardez la presse, vous lisez presque l'inverse. Donc vous voyez, il y a, je crois, une action publicitaire, presque de marketing à conduire pour faire valoir non seulement les positions marocaines, mais pour faire valoir la honte, l'opprobre qui devrait frapper la puissance territoriale responsable de cette situation et ses dignitaires d'Algérie. Et pour dénoncer les criminels, les terroristes du Polisario. Cette publicité, ensuite, pourra donner lieu à des actions judiciaires. Nous avons vu en France, des actions qui ont été conduites par des gens venant du Rwanda, par exemple, dénonçant telle et telle pratique, tel et tel massacre. Eh bien, je crois que c'est un long chemin, mais comme on dit, et Charles Saint-Pro reconnaîtra cette formule, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Oui, effectivement. Tout à fait. Et je pense très sincèrement qu'il y a deux axes qu'il faut privilégier. Ce sont les médias. C'est-à-dire qu'il faut que des gens comme M. Bailly, des gens comme les enfants qui ont été emmenés dans les camps de Cuba puissent témoigner. Nous avons organisé avec l'Observatoire d'études géopolitiques plusieurs conférences au Parlement européen à Genève dans ce sens, et je crois qu'il faut continuer. Il faut informer et il faut mettre les gens devant le fait accompli. Il y a aussi ces femmes mauritaniennes qui seraient kidnappées par les séparatistes, qui seraient fait passer pour des Sahraouis et qui servent d'esclaves sexuels. Bon, il y a beaucoup de choses à faire. On défend les droits de la femme aujourd'hui à juste titre. Eh bien, voilà des exemples qu'il faut médiatiser. Et puis, je pense que Jean-Yves de Cara a raison, il faut engager des procédures. Vous trouverez facilement des amis avocats qui vous soutiendront et qui ne prendront même pas d'argent pour engager ces procédures. Il faut engager des procédures systématiquement parce que vous êtes face à un véritable complot. Vous êtes face à des gens qui sont très organisés parce qu'il y a des vieux réseaux communistes et gauchistes qui fonctionnent. Et donc, je crois qu'il faut démolir ce genre de choses. Et puis, il faut que cette situation de non-droit qui prévaut dans les camps de Tindouf cesse sans tarder. Et pour cela, il faut trouver une solution politique à ce conflit artificiel qui n'a que trop duré. Cette solution, elle existe. Elle existe, c'est le plan marocain de paix. Il y a un plan marocain de paix qui est sur la table depuis des années. Personne, en tous les cas, certaines grandes puissances ne l'ignorent. Mais il faut réactiver ce plan marocain, il faut le faire adopter par la communauté internationale, de façon à ce que ce plan marocain conduise à une situation de stabilité et de paix, et que l'on mette fin à ce conflit artificiel qui n'a que trop duré. Merci, M. Saint-Pro, merci, M. Jean-Yves. Merci d'être la voix de ceux qui n'ont pas de voix, la voix de M. Daï. Il y a une doléance de M. Daï qui veut, ça veut dire les documents qu'il nous a montrés, qui va vous les transmettre pour être un messager, de notre part en tant que journaliste et votre part en tant que défenseur des droits de l'homme. Et merci pour cette conférence. Vraiment, on a beaucoup appris avec vous. Et merci pour tous les participants. Et je vous souhaite un très bon week-end. Et rendez-vous une autre fois, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir organisé cette réunion. Merci à vous. Merci, madame. Et je salue le drapeau marocain qui est derrière vous. Nous sommes très heureux d'avoir parlé sous ce drapeau. Merci beaucoup. Allez, au revoir. سي الدائره كيكونوا من عند ان شاء الله دوك الوريقات تا هما باش يوصلوا داك لو ميساج داك الرساله ان شاء الله. شوف انا نشكر الاستاذه ناعمه بزاف على هذه المحاضره القيمه، ولكن انا ناكد بان هناك نقطتين اساسيات. النقطه الاولى هو الخطوات الثابته اللي مشات
في الجرائم اللي ارتكبت جبهة البوليساريو في التعذيب والتقتيل وقطع الإنسان بالأمواس يوميا من التعذيب. هذه واحدة. النقطة الثانية هي عن الجزائر تدعم جزءا من شعبها في مخيمات تندوف، لأنهم 85% جزائريين من أصول صحراوية ما عندهم علاقة بالأرض اللي بها النزاع. وشكرا لكم. شكرا، مع السلامة، إلى حلقة. Merci beaucoup. Merci.